Donc ils ont des enseignements à nous donner, puisqu'il va bien falloir qu'on se remette en équilibre avec la nature. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que les relations avec les animaux, vous avez tout le travail qui a été fait par l'éthologie, depuis Konrad Lorenz, et aujourd'hui, donc vous avez une bibliographie de l'éthologie qui est quand même assez abondante. Et tout ce travail, c'est non pas étudier les animaux comme si c'était des machines, mais étudier les animaux dans la communication que nous pouvons avoir avec eux et dans les enseignements qu'ils peuvent nous délivrer, puisqu'ils peuvent aussi nous enseigner pas mal de choses. Je pense en particulier à tout ce qui est les rapports avec les dauphins. Et là aussi, on voit l'évolution de la pensée, parce qu'il y a quelques années, si vous prenez Konrad Lorenz par exemple, on était quand même dans un postulat où on allait regarder en quoi les animaux étaient agressifs, et on regarde les travaux de Jean-Marie Pelt par exemple, qui a certes mentionné, oui, il y a de l'agressivité, mais il y a aussi de la solidarité, de la coopération, etc. Donc c'est intéressant de voir comment le point de vue des scientifiques change sur une même observation du réel, pour aller en chercher aussi d'autres clés. Oui, mais la première réaction, c'était un élève de Konrad Lorenz, qui est Franz de Waal, puisque son premier bouquin, c'était de la réconciliation chez les primates. Donc il avait observé les gestes de réconciliation que les primates faisaient entre eux lorsqu'il y avait une ambiance un peu trop tendue. Et puis petit à petit, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait une similarité quand même assez grande. Et le dialogue avec les primates était tout à fait possible. Mais il n'y a pas que les primates. Toute la nature, tous les animaux, toutes les plantes aussi peuvent nous parler. On peut avoir des dialogues importants avec elles. Et une chose qui est observable... Vous avez peut-être vu le film de Sebastião Salgado, oui. le photographe brésilien, qui se termine justement, où il montre comment il a transformé la propriété de son père en un jardin alors époustouflant, avec une diversité, et en utilisant les derniers résultats de la science. C'est-à-dire que la science n'est pas du tout étrangère, je dirais, à tout cela. Travaillons en ce moment avec Marie-Christine Morel, qui est la spécialiste de l'origine de la vie. Et l'année prochaine, à Cerisy, on va faire une semaine, en septembre, sur sciences de la vie, sciences de l'information. Donc vous voyez cet axe dont on parlait tout à l'heure. Une notion de lien, de reliance, de communication, d'interaction entre les espèces, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Et par exemple, on a des expériences qui ont été faites comme à Findorn, de voir comment, en fonction de la spiritualité ou de l'interaction consciente de l'humain avec le végétal pousse autrement. Quand même. Oui, ça, bon, moi j'ai pas regardé cette question dans le détail. Mais... Après le problème, c'est que quand il y a des expériences, tout dépend si elles sont qualifiées de scientifiques ou pas de scientifiques, et si elles sont connotées. Si elles sont connotées, du coup, elles sont séparées, on ne les regarde pas, alors qu'on peut les observer objectivement, et puis après essayer d'en tirer les enseignements ou les clés. Oui. Vous me rappelez mon ami benveniste qui défendait la mémoire de l'eau, qui a été persécuté par le milieu scientifique de l'époque parce que c'était pas possible. Jusqu'à ce qu'il y ait un prix Nobel qui dise, mais finalement, c'est peut-être ça. Oui, mais vous, en tant que prospectiviste, vous avez dû le voir, à chaque fois qu'on avance, qu'on pousse les pions de quelque chose de nouveau qui n'est pas encore dans la pensée dominante, on se fait quand même largement pourchasser, ou on est sous la vindicte, ou la critique, ou le refus, ou le rejet, quand même. Ah bah oui, mais je veux dire, les lobbies de tout poil ont tendance à tirer sur les propos qui ne vont pas dans le sens de leurs intérêts. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le sens des intérêts. Mais là, j'étais simplement en termes de représentation et de cognition. Tout ce que je dis sur la monnaie, je veux dire,
là, il y a des lobbies qui vont être tout à fait contre. C'est clair, vous n'arrangez pas les banquiers. Enfin, ils peuvent se convertir, hein. Comme vous mais ils seront peut-être moins prospères que. Comme vous dites, convertir est quand même dans le registre du religieux, donc c'est intéressant de voir qu'on est là-dedans. Pour respecter le format de cette rubrique, je vous invite à avoir un propos conclusif. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme pépite qui pourrait être une synthèse ou une conclusion ou une ouverture? Ben, vous savez, on est en plein dans une discussion sur l'éducation, hein. Et malheureusement, les arguments que j'entends ne sont pas prospectifs. C'est-à-dire que qu'on conçoit un système d'éducation, il faut le concevoir avec une vision de 30 ans d'avance. Or, si on n'a pas une vision claire de ce que c'est que la France et le monde même, puisque dans 30 ans, c'est le monde. Malheureusement, on ne peut pas faire de réforme valable. On le fait en fonction d'une classification, d'une hiérarchie, d'une idée de la réussite qui est une idée ancienne. C'est ça. Donc, moi, je voudrais quand même saisir l'occasion de dire faisons quand même un peu plus de prospective pour concevoir les enseignements. Hein, comme disait Vinoba, les enseignements. Et ce que vous dites s'inscrit bien dans la réalité de ce qu'on essaie de partager là, c'est-à-dire que si on n'a pas clairement, alors clairement ne voulant pas dire que c'est sûr, non. Mais au moins une vision claire de ce qu'on veut atteindre en termes de monde et d'humanité, évidemment qu'on va tirer une éducation vers cette direction-là. Par contre, si on ne sait absolument pas où on va, si on n'est pas animé de ces enseignements d'un autre niveau, on ne risque pas d'avoir une vision prospective et encore moins de prendre les décisions qui s'y inscrivent. Absolument. Donc, quels seraient les deux champs d'investigation sur lesquels on pourrait, ou les deux chantiers sur lesquels il serait prioritaire d'agir pour justement parvenir à faire évoluer notre grand Titanic vers autre chose qu'un iceberg? Oui. Ben, c'est-à-dire, moi je pense que la France a un rôle important à jouer, puisque la France a un peu tendance à pratiquer un certain dénigrement d'elle-même. Mais lorsqu'on se promène à l'étranger, on voit au contraire que les gens ont une grosse attente vis-à-vis de nous, parce que c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays justement de la raison, etc. Braudel avait très bien écrit sur ce sujet. Et je crois que les deux points importants sont en effet évidemment celui de l'éducation, là, dont on vient de parler, mais d'une éducation qui soit universaliste, tournée vers l'avenir, dans lequel les gens apprennent beaucoup plus la nature. Les clés de demain. Comment ? Les clés de demain, de ce dont on a besoin. Les clés de demain. Alors, les clés de demain, c'est d'une part le maniement de l'informatique et de tout ce qui va autour, et d'autre part, l'harmonie avec la nature. Et aussi la notion de complexité de systémie, pour comprendre que les choses sont interreliées. Ah bah, la nature est systémique. Hein. Oui, mais c'est pas évident que tout le monde en soit convaincu. Ça en fait partie. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a en effet ce problème du fétichisme de la monnaie qu'il faut traiter en se réappropriant la fabrication de monnaie, les monnaies complémentaires, que le peuple se réapproprie en quelque sorte les instruments de l'échange, et par conséquent une certaine forme de convivialité. Et évidemment, ça veut dire une remise en question, à la fois de la façon dont aujourd'hui on conçoit les hiérarchies, en quelque sorte, hein, et en même temps la façon dont on a géré l'exploitation de la nature au lieu d'exprimer l'amour de la nature comme étant une partie du vivant. Et je veux dire, le roi des animaux,
faut que ça soit un bon roi, puisque c'est nous le roi des animaux. Hein. Et sa générosité aussi à la nature, parce qu'elle est quand même dans le don permanent. Le rôle, c'est effectivement de faire bien vivre hein, non seulement les humains, mais la nature. Et là, vous revenez à la gouvernance. Un bon roi, c'est une question de gouvernance aussi. Absolument. Et de gouvernance de soi-même. D'accord, donc gouvernance de soi pour une gouvernance du monde, dont une gouvernance avec la nature, et un amour de la nature et un amour de soi qui soit en train de défendre le bien commun quelque part. Voilà. Eh bien, merci.